Et voilà, bonsoir à tous, ça va? Ouais. Alors, très heureux de vous retrouver. C'est donc la dernière émission de la saison. Eh oui. On t'avait pas dit? On m'avait pas dit. On lui a pas dit. Non, mais laisse-le comme ça, la semaine prochaine, il vient Robert Villiers tout seul. Je suis venu, hein, faut être bien. Alors, dans une interview donnée aux Inrocks, Jean-Luc Godard a déclaré que son prochain long métrage pourrait s'intéresser aux Gilets jaunes et il aimerait tourner avec Natacha Polony. Grande classe. Il aime beaucoup votre petit air coquin qui lui rappelle Anne Vernon dans les comédies de Jacques Becker. Voilà, on voit Anne Vernon. Il aime votre air coquin. Je suis ravie qu'on Mais je aime mon comprends air ça très coquin. bien, mais je pense qu'il a Jusqu'à bon goût. présent, il y avait peu de gens qui avaient remarqué que j'avais un air coquin. Mais je l'ai tout simplement invité à venir en discuter, à Marianne. C'est une question d'argent, si Voilà, j'ai bien qui compris. viennent visiter Marianne. Non, c'est une question tout simplement de plaisir d'être ensemble et de parler des gilets jaunes, du journalisme, de l'actualité. Et dire que moi, on m'a proposé un rôle dans Plus belle la vie, tu vois. Tout à l'heure, nous recevrons une autre héroïne de Godard, Chantal Goya, qui a joué dans Masculin Féminin. Et on parlait de Godard avec François Ruffin il y a une semaine dans Les Terriens du samedi. Donc finalement, on est vraiment à l'intérieur de Godard. Et maintenant, plus prestigieux que les Oscars, plus méchant que les Gérard, plus drôle que les Césars, c'est le prix Goldnadel du bisounours de l'année. Alors, qui a le prix Goldnadel du bisounours de l'année? Le bisounours de l'année a été décerné à monsieur Raphaël Glucksmann. Il sera très content. Pour lui, c'est un compliment, je le dis tout de suite. Bien sûr. Ça lui est décerné pour l'ensemble de son œuvre. Oui, parce que vous savez, Thierry, que le fils du grand André Glucksmann et le conjoint de Léa Salamé, en dépit de son inexpérience virginelle, s'était mis dans la tête de réunir la gauche désunie. Oui. Il faut reconnaître que dans la morale médiatique, autant l'union des droites, de la droite molle à la droite dure, est synonyme de cauchemar et d'abomination, mais asymétriquement, l'union de la gauche douce à la gauche extrême, est considérée comme une manière de bénédiction. Mais malheureusement, et pour des raisons qui m'échappent, Raphaël Glucksmann a renoncé à ce projet mythique et s'est mis en tête d'allier son parti, la Place Publique, Lilliputien et Germano-Pratin, avec le PS, l'ancien Gulliver, devenu crépusculaire. Alors, à la suite de cette étrange tactique, il aura réussi une triple prouesse technique. Fracturer ce qui reste du PS, fracturer ce qui n'était pas encore son parti minuscule et dissuader beaucoup de futurs électeurs de la liste commune de ne pas voter à cause de la présence inopportune de l'autre parti. Alors, Saint Raphaël se voulait le pape de l'Union et finalement, il aura prononcé son excommunion. Péché de jeunesse, péché de naïveté, péché d'orgueil, je prône la triple union de tous les péchés. Oh là là, merci. Mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Et maintenant, j'accueille la tête de liste du Parti communiste aux européennes, Yann Brossard. Ça va? Très bien. Alors, comme tous les invités, vous avez votre slogan. Votre slogan, c'est Métro Coco Bobo, ça va? Terrible. Et vous avez votre sampleur. Allez-y. Musique. Ça va? C'est très bien.
En fait, en plus, je vais vous dire la vérité, c'est vrai que vous avez le look. Parce que pour un communiste, nous on a une image des communistes, ça a commencé avec Georges Marchais, après il y a eu la dynastie Laurent, puis là vous arrivez vous êtes jeune, vous êtes beau, donc d'un seul coup on est hyper surpris. Je suis très heureux de vous recevoir ce soir. Je suis ravi d'être chez vous. Alors, avant de commencer, rappel de votre engagement, Magnéto Serge. Le Parti communiste a besoin de se transformer. 60% des Parisiens sont aujourd'hui des locataires qui payent des prix exorbitants pour se loger. Je suis venu avec un bracelet de naissance, le bracelet de naissance de la petite Olympe, parce que je veux vous parler ici des fermetures de maternité. Vous savez, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc je pense que c'est une bataille, que cette bataille, je vais la mener tambour battant, et j'ai bien l'intention de faire un bon score. Je lui conseille de prendre un peu de hauteur pour regarder les Français de moins haut. Voilà, donc, il y a 2 semaines, Gilles William Goldnadel vous a décerné son prix Bisounours. Il trouvait que vous regardiez les Français donc de haut parce que vous avez reproché à l'actrice Ariel Dombal de voyager en avion tout en appelant à sauver la planète. Mais vous faites un peu la même chose. Voilà ce qu'a démontré notre ami Goldnadel. Vous avez quoi à lui répondre? Il est là. D'abord, oui, j'ai pris l'avion. Quand je pars en vacances à Cuba, je prends l'avion. Et je le fais, et il n'y a pas de raison que je m'en cache. Simplement, je pense qu'il y a un vrai sujet autour de la fiscalité de l'avion. C'est-à-dire que je ne supporte pas cette écologie qui consiste à pointer du doigt l'ouvrier qui prend son vieux diesel pour aller bosser, et dans le même temps, on ne taxe pas l'avion. C'est pas normal que le kérosène soit pas taxé. Et donc oui, il m'est arrivé de prendre l'avion, mais j'aurais trouvé tout à fait normal de payer une taxe sur le kérosène quand je prenais l'avion. Mais Ariel Dombal, qu'est-ce qu'elle a à voir maintenant, Ariel Dombal? Elle a beaucoup de talent et beaucoup plus de talent que moi en matière artistique sans doute. Simplement, elle avait fait une espèce de clip, elle était dans l'avion et elle expliquait qu'il fallait lutter contre la pollution. Elle aurait simplement pu dire qu'il y a une petite contradiction entre les deux, mais il ne s'agit pas de la pointer du doigt. Moi, j'ai pas envie qu'on culpabilise. Le sujet, c'est pas de culpabiliser, c'est un sujet de politique publique. Non, mais Yann Brossat, c'était pas un problème, pardon. Je veux pas insister lourdement, j'ai dit ce que vous avez déjà fait 4 chroniques dessus, y compris dans le Figaro. Voilà, donc je comprends bien que vous avez fait... Figaro aussi. Oui, je l'ai fait. Non, mais ça n'était, vous savez bien, ça n'était pas un problème de fiscalité. Vous étiez en train de vouloir dissuader les gens de prendre l'avion. Et avec la gentillesse qui me caractérise, je vous ai brocardé pour montrer que vous preniez l'avion comme tout le monde. Par ailleurs, c'est un débat qu'on a le droit d'avoir. Simplement, il y a 2 cas différents. Il y a des cas où les gens prennent l'avion sur des très courtes distances. Par exemple, Paris-Lyon en avion, c'est débile. C'est quand? Vous savez que les Pays-Bas ont interdit les trajets Amsterdam-Bruxelles en avion. Bah oui. Ben, je trouve que c'est pas con. Non, mais vous évoquiez un Paris-New York. Paris-New York. C'est difficile d'aller à la rame à New York. Pierre Alicia. Bonsoir Yann. Bonsoir. Ce que soulignait Gilles William, en fait, c'est que si on regarde un peu plus loin ton parcours, je pense que tu es une contradiction à toi tout seul. Il y a cette histoire, effectivement, de fustiger les riches qui prennent l'avion et de le prendre toi-même assez régulièrement pour partir en vacances sous les tropiques. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de vouloir être, comme tu le fais, te présenter en défenseur des gilets jaunes, du peuple qui travaille, qui a du mal à boucler ses fins de mois, alors que, pardonne-moi, ça fait combien de temps que tu n'as plus travaillé? Tu es élu depuis 2008 conseiller de Paris, tu ne vis que de tes indemnités d'élu. Tu fais construire des logements sociaux dans Paris, il y a des quartiers entiers qui sont ghettoisés, on arrive à 90% de logements sociaux. Et toi aujourd'hui, tu habites Butte-Montmartre. Tu fustiges les riches qui s'achètent un petit pied-à-terre à Paris parce que tu considères que les mettre sur Airbnb, ça fait exploser le prix de l'immobilier. Mais tu fais la même chose parce que tu achètes un petit appartement à Calvi où tu y es deux semaines par an et tu sais bien combien les jeunes Corses ont du mal à se loger chez eux. D'abord, on n'a pas besoin d'être pauvre pour être attaché à la justice sociale. On n'a pas besoin d'être noir pour être antiraciste. On n'a pas besoin d'être homosexuel pour lutter contre l'homophobie. Donc moi, je l'assume tout à fait. Je suis un gamin de la classe moyenne. Et comme gamin de la classe moyenne,
Je ne supporte pas les injustices sociales. Et je ne supporte pas de vivre dans une société qui est la 6e puissance économique du monde, dans laquelle on a 9 millions de pauvres, dont 3 millions d'enfants. Et je l'assume tout à fait. Et pour le reste, pour ce qui concerne les combats que j'ai menés, je me suis par exemple battu pour qu'on installe un centre d'hébergement dans le 16e arrondissement. Et je me souviens à l'époque des horreurs que j'ai entendues. Et puis je vais te dire, oui, j'habite Butte-Montmartre. Eh bien, en face de chez moi, on a créé du logement social. Et le plus grand plaisir que j'ai tous les matins, c'est de descendre en bas de chez moi et de discuter avec la femme qui auparavant vivait dans un hôtel insalubre et dont le gamin maintenant habite avec elle dans un logement social et a une chambre pour faire ses devoirs et pour jouer. Ben, je peux te dire que quand tu vois ça, quand tu vois cette femme-là, ça te donne la patate et ça te donne envie de continuer ce combat. Alors, Yann, moi, bon, le Parti communiste, c'était quand j'étais petit, il était à 25%, il y avait l'URSS, c'était bon, tout ça. Aujourd'hui, c'est une nouvelle époque qui commence. Vous avez gardé le même nom, Parti communiste, c'est-à-dire que ça s'appelle Parti communiste, comme à l'époque du Goulag. Vous n'avez pas ressenti le besoin de changer le nom? Je vais vous dire non. Non. Parce que de toute façon, si nous changions de nom, on nous appellerait les anciens communistes. Et D'accord. d'ailleurs, plein de partis politiques en Europe qui ont changé de nom, on les appelle les ex-communistes. Bah, je préfère assumer, et assumer y compris l'histoire du Parti communiste. Ceci étant, est-ce que vous pensez que le Parti communiste peut renaître de ses cendres? Oui. En tout cas, je me bats pour ça, et j'ai la conviction que oui. Je suis en campagne depuis plusieurs mois maintenant, et je vois des militants communistes qui sont des gens remarquables. Et on peut évidemment avoir des critiques sur l'histoire du Parti communiste, mais ce corps militant, ces hommes, ces femmes généreux, qui ne cherchent pas à faire carrière, qui ne cherchent pas à défendre leur intérêt personnel, mais qui veulent le bien des autres, Oui. je trouve que ce sont des hommes et des femmes qui méritent mieux que l'image qu'on en a. Vous savez, la fête de l'humain, vous savez comment on l'organise? On l'organise parce que ce sont des militants qui prennent des jours de congé pour bâtir la fête de l'humain. Et on est le seul parti politique à avoir une fête comme celle-là. Pourquoi? Parce qu'on a des militants qui sont prêts à sacrifier leurs heures, leurs jours, Écoutez, pour construire c'est cette fête-là. Je vous Oui, le mais souhaite. cette autre image, est-ce que c'est pas celle des bobos? C'est-à-dire, en fait, moi je vois vos tracts, je les lis, d'ailleurs ils sont intéressants, mais ça pourrait être les tracts du Parti Socialiste ou de Raphaël Glucksmann. En tout Non, cas, mais ça c'est- n'est pas tout à fait le programme que François Hollande a appliqué. D'accord, mais ce sont des tracts, comment dire, qui rappellent beaucoup d'autres partis sociodémocrates. Sur notre dernier tract, on voit une femme qui s'appelle Marie-Hélène Bourlard. Elle est ouvrière, elle est deuxième sur la liste que Oui, je j'ai présente. vu ça, oui, et j'ai si vu elle ça. est élue, Oui, là. elle sera la première femme ouvrière à rentrer au Parlement européen depuis 30 ans. Je suis pas persuadé que Raphaël Glucksmann puisse présenter le Mais même vous savez, tract. vous savez, Yann Brossat, Georges Bernard Shaw, l'écrivain, disait « Celui qui n'est pas communiste à 20 ans n'a pas de cœur, mais celui qui l'est encore à 40 ans n'a pas de tête. » Vous êtes peut-être la bonne personne, Il mais me pas reste dans la un bonne an et paroisse. demi, mais je crois que je resterai communiste. Peut-être pas, vous savez pas. Mais non, je vais vous dire, on vit quand même dans un monde qui est pétri d'injustice. Et moi, je ne m'habitue pas à ces injustices. Bah, allez chez les insoumis. On se retrouve après la pub avec les unes de l'année et Yann Brossat. Rebonsoir, les terriens du dimanche. Nous sommes dans le bifort des terriens du dimanche en compagnie des mercenaires et de la tête de liste du Parti communiste aux européennes, Yann Brossat. Et maintenant, c'est l'heure des unes de l'année. Alors Yann, les mercenaires vont vous présenter chacun leur une. Ensuite, vous choisirez, comme si vous étiez devant un kiosque à journaux, vous choisirez la une que vous préférez. Le mercenaire qui gagne a 30 secondes de plus que cette semaine. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de prochaine semaine. T'as plus de prise. Ah oui, on va T'as faire plus de 3 prise minutes. sur nous. C'est terminé la dictature. C'est terminé la dictature. Le raquet, la Goldnadel, les gueux se révoltent. On joue C'est pour fini. le plaisir. Alors, première une, France. Oui. Votre une de l'année porte sur le président Emmanuel Macron. Vous trouvez que c'est le président le plus bavard de la Ve République. Ça s'appelle le président à haut débit. Ouais, alors- Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez 1 minute. Alors cette année, il y a eu de plus en plus de gens qui ont parlé, jusqu'à ce qu'ils aient quelque chose à dire. Ouais. Le président Macron, effectivement, les terriens du dimanche, hein,
Moi, le premier, d'ailleurs, Ouais. pas le dernier. Hein. Ouais. Bon, et ce président, c'est vrai qu'il n'arrête pas. Hein. C'est devenu le président du 20h. Il s'est sarcosisé, après d'ailleurs des heures et des heures de jactance à l'occasion du grand débat. Et même le soir du 15 avril, il a fallu qu'il commente en direct l'incendie de Notre-Dame. Et dans des circonstances pareilles, quand même, je pense qu'un peu de silence et de recueillement aurait été plus approprié. Comme le dit le grand philosophe, parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes fondateurs et vigoureux de tous ceux qui ne la ferment pas avant de l'ouvrir. Ce grand philosophe, c'est Pierre Dac. Et je dis, il y a déjà une journée... Il y a une journée de la gentillesse. Ah, mais je m'en fous, là. Attends, il n'y a plus de punition. Ah non, je termine. Il y a déjà une journée de la gentillesse. Bon, je pense que dans quelques temps, il y aura une journée de la connerie. En attendant, je pense qu'on peut instaurer une journée sans Macron. Ça nous fera des vacances une fois par c'est mois. bien, bravo. Ah, vous avez un peu débordé, mais ça valait le coup. Ouais, franchement. Maintenant, Natacha. Donc, il y a 2 semaines, un incendie a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cet événement a bouleversé la France. Notre-Dame nationale, c'est votre une de l'année, Natacha. Vous avez 1 minute, top chrono. C'est un événement qui n'a pas seulement bouleversé la France, mais qui a bouleversé le monde entier. C'était sans doute ça qui était très frappant. C'est pas seulement une église, un lieu de culte chrétien qui a brûlé. C'était pas seulement une charpente non plus qui est partie en fumée. C'est une part de notre nation, de notre mémoire commune. C'est une part de la civilisation européenne qui nous a rappelé tout à coup que ça existait, la civilisation européenne. Et puis c'est une part de notre humanité et en cela c'est totalement universel et totalement laïque. C'est-à-dire qu'il y a des êtres humains qui, il y a 850 ans, ont échangé leur vie contre cette beauté qu'ils nous ont offerte et qui a traversé les siècles. C'est-à-dire que les êtres humains sont capables de ça, de s'agrandir par ce qu'ils font. Et alors qu'ils sont totalement anonymes, alors qu'ils sont simples. Et c'est absurde de voir disparaître un tel trésor par une bêtise, mais il faut se souvenir que ça nous rappelle la fragilité, ça nous rappelle l'irrémédiable et le fait que malgré cette époque totalement consumériste, nous avons besoin de nous inscrire dans un temps qui nous dépasse largement. Oh putain, mais elle est extraordinaire. C'est que chaque semaine, elle fait 1 minute en 1 minute. C'est quand même dingue. Ça fait peur, hein. Je pense que c'est un robot. Bravo, Natacha. Cette question du temps, c'est quand même impressionnant à quel point Emmanuel Macron ne l'a pas comprise, ne l'a pas perçue. Quand il dit 5 ans. Parce que on avait mis 107 ans à construire Notre-Dame. D'ailleurs, l'expression populaire, je ne vais pas mettre 107 ans, ça vient du délai à construire Notre-Dame de Paris. Et c'est ça la beauté dans le fait de bâtir des cathédrales, c'est qu'on sait qu'on va mettre la main à la pâte, le maçon va mettre ses petits signaux pour essayer de se perpétuer dans l'histoire et dans la vie, mais en sachant qu'il va mourir et il ne verra pas l'achèvement de son œuvre. Oui, et Macron, ça n'est pas grave. Parce que ce qui est beau, c'est que par capillarité, les uns sur les autres, l'humanité forge des beautés comme ça et il n'y a pas besoin de raisonner en chef de chantier. Mais oui, mais parce que ça, c'est 5 ans, c'est quoi ça? C'est un peu un directeur du marketing chez Gervais Danone qui vous dit, on va changer la marque en 5 ans. Ah non, on va se dire, on va avoir des ennuis là. On va quitter cette émission. On va quitter cette émission avant la fin parce que Si je peux me permettre. Exactement ça. Mais oui, c'est ça. Bien sûr. Il dit, on va commencer à changer les étiquettes, un peu le produit. Dans 5 ans, vous aurez un nouveau yaourt. Avec un côté performance qui est le contraire absolu de ce que signifie un bâtiment comme celui-là. La performance immédiate de celui qui de toute façon ne sait absolument pas combien de temps ça va mettre parce qu'il ne s'est pas renseigné avant. Personne C'est ne juste sait, de pour toute façon. dire on est des winners, on est la Startup Voilà. Nation. D'accord. Alors maintenant, Gilles-William Golnadel, c'est à vous. Matteo Salvini, Viktor Orban, Donald Trump, Benjamin Netanyahou, est-ce l'année des populismes? Vous avez 1 minute, William. Écoutez, les États-Unis, l'Italie, la Hongrie, la Pologne, l'Autriche, le Brésil et plus récemment Israël, il est clair que les peuples n'ont plus peur du populisme, ni du mot, ni de la chose. On peut traiter les gueux de lépreux, de fascistes, et pourquoi pas de nazis tant qu'on y est. L'injure est tellement grossière que le boomerang de la sagesse populaire retombe dans la face déconfite de l'injurieur. En réalité, on peut dire qu'aujourd'hui, le parti chouchou des médias
et de la gauche bobo, c'est plutôt un révulsif dans les urnes. Et pour le dire autrement, ça n'est pas le populisme qui est populaire, c'est l'écart abyssal entre le sermon de la gauche morale et sa réalité comportementale qui exaspère les peuples. Et voilà, bien. Est-ce que le Parti communiste est un parti populiste? Non, non. Enfin, en tout cas, moi, je ne le définirais pas comme ça. Moi, j'assume le terme de gauche, même si je sais qu'il a été galvaudé, même si je sais que certains qui se sont revendiqués de gauche n'ont pas appliqué une politique de gauche, mais j'ai envie de me battre pour que ce terme retrouve son sens. D'accord. Alors, Raquel Garrido, sur 10 600 établissements accueillant des personnes âgées, 70% sont des EHPAD. Mais entre un personnel en sous-effectif et des infirmiers épuisés, les EHPAD semblent à bout de souffle. Cette situation vous a inspiré votre une de l'année, Raquel. Le titre « EHPAD, colère noire sous la blouse blanche ». Vous avez une minute. Sous forme de bilan, parce que l'année dernière, j'avais fait des entretiens avec des femmes travailleuses de l'EHPAD à Roubaix. Et un an après, où en est-on ? Exactement au même point. Un rapport parlementaire de Caroline Fiat, elle-même aide-soignante, et de Caroline Iborra, nous rappelait que pour s'occuper, par exemple sur l'hygiène, si vous avez 6 personnels soignants, c'est-à-dire aides-soignants, infirmiers pour 100 personnes âgées, vous pouvez faire une toilette adaptée chaque jour, vérifier l'évolution cutanée, s'il n'y a pas d'escarres, habiller la personne conformément à l'image qu'elle a d'elle-même. Bon. Si vous avez 3 soignants pour 100, là déjà, vous ne faites plus qu'une petite toilette partielle, succincte, et il faut oublier l'idée de prendre un bain. Voilà. Et je trouve que c'est absolument insupportable que l'on ait pu réunir 1 milliard comme ça pour Notre-Dame, et qu'il faut se battre encore pour faire respecter tous les êtres humains qui travaillent dans ces établissements-là. Ça s'entend. Pour continuer à en parler, j'accueille Mathilde Basset. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez travaillé en tant qu'infirmière dans un EHPAD, et puis un jour, vous avez claqué la porte. Cette histoire, vous la racontez dans votre livre « J'ai rendu mon uniforme », publié aux éditions du Rocher. On va en parler, puisque c'est l'heure du témoin de la semaine. Bonsoir Mathilde Basset. Bonsoir. Alors, dans le descriptif que je viens de faire à l'instant, j'évoquais l'idée que lorsqu'il y a 3 soignants pour 100 habitants d'un EHPAD, on arrive à peine à faire un travail digne pour les personnes âgées. Aujourd'hui, en France, il y en a en réalité 2,45 des soignants pour 100 habitants. Et vous, dans votre livre, vous nous parlez de situation où vous avez été toute seule pour plus de 90 personnes. Alors, en effet, le dernier établissement que j'ai fréquenté, j'étais seule infirmière, c'est-à-dire personnel paramédical avec un diplôme d'infirmière, pour 99 résidents répartis sur 3 étages. J'étais pas seule soignante dans la mesure où, heureusement, des équipes aides-soignantes assuraient les soins d'hygiène et l'accompagnement à la vie quotidienne. Il est vrai que pour une population de près de 99 personnes, quand on est seule infirmière et qu'on dit aux familles, bien sûr, vos aînés sont en sécurité, on leur ment. Parce que c'est pas vrai, parce qu'on fait pas les soins comme on voudrait les faire, parce qu'on se retrouve effectivement à devoir, passez-moi l'expression, mais squeezer certains soins, à savoir ne pas distribuer des collyres en disant bon, s'ils n'ont pas leur collyre ce jour-là, c'est pas très grave. Et puis en face, on a des familles qui nous disent mais comment expliquez-vous que l'escarre de ma mère traîne depuis 2 mois et demi? Parce qu'on fait le pansement 1 jour sur 3, parce qu'on n'a pas le temps de le faire plus. Quand on lit votre livre, on voit bien que vous, en tant qu'infirmière, comme d'ailleurs toutes les personnes qui choisissent ce métier, le font par dévouement. Il est vrai qu'on ne peut pas se retrouver infirmière sans être un peu dans l'empathie et dans le prendre soin, dans l'envie de faire bien et d'être auprès des personnes. Et là, en fait, concrètement, maintenant, sous prétexte de qualité des soins et de traçabilité, on passe plus de temps derrière nos ordinateurs qu'au chevet des patients. Parlez-nous par exemple, si je peux me permettre, de situations très concrètes que vous abordez dans le livre. Vous nous parlez de certaines patientes. La première fois que vous avez été dans une situation d'urgence vitale avec une de vos patientes.
Alors ça concernait effectivement une situation où j'étais partagée, parce qu'on est vraiment là entre la distribution des médicaments au repas du midi et puis cette patiente qui était en train de décompenser sur le plan respiratoire et cardiaque a priori. Et j'étais toute seule et à un moment donné, on ne peut pas se dédoubler. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, il se trouve que la cadre du service m'a un peu épaulée en gérant une situation sur les deux. Sauf qu'après avoir essayé de prendre soin ou de gérer les soins d'urgence auprès de la patiente, quand il a fallu retourner à ma distribution de médicaments, j'ai voulu faire vite parce qu'on n'a pas le temps. Donc on ne regarde pas la prescription et puis je m'aperçois que je confonds deux dames. Et heureusement, l'une des deux avait encore sa tête et m'a dit non, là c'est pas mes médicaments. J'ai insisté lourdement et je me suis rendu compte de mon erreur un peu tard. Heureusement qu'elle avait sa tête. Moi, j'avais pas la mienne. Quand on est dans cette situation d'échec professionnel, de mise en danger d'autrui, est-ce que vous comprenez que tant de collègues à vous se suicident chaque année? Oui et non, c'est-à-dire que le suicide, c'est une porte de sortie quand on n'a plus rien d'autre. Je ne vais pas parler au nom des collègues qui ont mis fin à leur jour à cette occasion. Mais ce phénomène, je veux dire, d'une recrudescence des suicides parmi les personnels soignants? Oui, je pense, parce qu'il y a vraiment un sentiment d'impuissance, l'impression, comme je le dis dans le livre, d'être devenus finalement des paquets de compresses à usage unique, c'est-à-dire qu'on vous ouvre, on vous badigeonne d'antiseptiques, jeu de mots, antiseptique qui vous empêche de penser aussi à la rigueur. Il vaut mieux pas être trop sceptique parce que sinon on arrête directement. Et une fois qu'on vous a utilisé, qu'on vous a bien souillé, on vous jette comme une vieille compresse pourrie et puis on en rouvre un autre de paquet. Jusqu'à la démission. Parce que vous, comme vous le dites, vous avez rendu votre uniforme. Oui, tout à fait. J'ai choisi de partir parce que je voulais pas cautionner. Parce que ça va bien, quoi, de faire semblant, de se rendre disponible alors qu'on l'est pas. De pas trop vouloir croiser les familles parce qu'on ne sait pas comment se justifier, comment s'expliquer. Mathilde, est-ce que vous enverriez vos parents dans un EHPAD? Ça dépend lesquels. D'EHPAD, pas de parents bien sûr. Ça dépend lesquels parce que sur les 3 établissements que j'ai fréquentés, tout n'est pas acheté. Que penser d'une société qui traite si mal ces anciens? Parce que par exemple, quand on voit même en Afrique, où ils ont beaucoup moins d'argent que nous et la vie est beaucoup plus difficile, ils traitent... Au Japon, beaucoup pays méditerranéen. La réponse est dans la question, j'ai envie de dire. Vous avez raison. Vous restez avec nous. Et voilà. Alors, des scientifiques proposent d'envoyer des selfies et des dessins sur la Lune pour laisser des souvenirs de notre civilisation. Alors, Monia, cela vous a inspiré. Votre une s'appelle « Les Terriens sur la Lune ». C'est votre une de l'année. Et vous avez 1 minute 30 parce que vous avez gagné la semaine dernière. Bah oui, parce qu'avant, pour laisser une trace de soi, une trace de son existence, on envoyait une bouteille à la mer. Aujourd'hui, on envoie une bouteille interstellaire sur la Lune. Alors, le projet s'appelle Sanctuary et l'idée est d'offrir une base de données de notre humanité actuelle aux archéologues du futur. Donc, on ne sait pas qui découvrira cette base de données, et même pas, on ne sait même pas qui, quand ça va être découvert. Mais une chose est sûre, c'est que ce projet sera envoyé sur la Lune en 2020 et il est censé résister au moins 500 000 ans. Donc à quoi ressemble ce projet? C'est simplement une collection de 10 disques en saphir industriel qui est un matériau ultra résistant et dans ces 10 disques on va trouver la déclaration des droits de l'homme en 5 langues, des photos de la Terre, des photos de monuments, il y aura des photos par exemple de la cathédrale Notre-Dame avant l'incendie, des formules scientifiques et un génome complet d'un homme et d'une femme. Le dernier disque est complètement participatif, donc tout le monde peut participer. Vous pouvez envoyer ce que vous voulez sur ce disque. Et comme c'est notre dernière émission, alors je voulais faire quelque chose d'assez futile. Je voulais faire un selfie avec tout le monde, avec les gens du public, avec tout le monde, pour que ça soit envoyé en 2020 sur la Lune. Et je ne sais pas si on se retrouvera l'année prochaine, mais l'idée c'est d'avoir au moins une photo de nous tous ensemble qui restera 500 000 ans. C'est déjà pas mal. Allez-y. Bon allez, on y va? Venez tous. Allez, on y va. Vas-y, toi tu le fais, toi.
Donc les Martiens vont nous voir. Non, mais ce qui est drôle aussi, c'est que tu te rappelles sur l'ancien générique des Terriens, c'était un homme et une femme nus qui étaient gravés sur le disque de C'était la Pionnier 10. plaque de Carl Sagan qui a été envoyée. En 1970, donc la boucle est bouclée. Nous, on envoie une photo de Absolument, c'est pour ça. C'est pour ça que j'avais choisi. Voilà, Yann, alors, les mercenaires vous ont présenté leur une. Laquelle choisissez-vous? La une de Raquel, celle sur les blouses blanches, parce que c'est celle qui me touche le plus. Puis j'ai trouvé que dans votre témoignage, ce qui est frappant, c'est que vous ne parlez pas seulement de vos conditions de travail, vous parlez du fait que vous n'arriviez pas à remplir votre mission. Ouais, c'est ça qui est beau. C'est ça que je trouve très frappant en discutant avec des infirmières, même parfois avec des médecins dans l'hôpital public. C'est que ce sont des gens qui veulent simplement exercer leur métier avec un certain nombre de valeurs et qui n'y arrivent plus à cause des économies qu'on fait sur des secteurs qui, justement, devraient au contraire être défendus. Voilà. Et voilà. Merci en tous les cas d'avoir été avec nous. Merci d'avoir témoigné. C'était les unes de l'année. Rendez-vous après la pub avec Yann Brossard, la tête de liste du Parti communiste aux élections européennes dans Les Terriens du dimanche. L'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. À tout de suite. Bonsoir les Terriens du dimanche. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Ce soir, dans Les Terriens du dimanche, la tête de liste du Parti communiste aux européennes, Yann Brossard. Face à lui, l'économiste qui ne prend rien pour argent comptant, Nicolas Bouzou. Justice fiscale, au-dessus de 10 000 € par mois, faut-il tout prendre? C'est la battle de la semaine. Un sujet stupéfiant. À 19 ans, Louisiane d'Or a plongé dans la MDMA, qu'on appelle aussi la drogue de l'amour. 10 mois plus tard, elle a réussi à tourner la page grâce à l'écriture. Pierre Lucien, notre reporter, l'a rencontrée. Puis j'accueillerai une icône de la chanson. Elle a vendu plus de 40 millions d'albums. L'idole de Pyjama Party, Chantal Goya. Et aussi, bien sûr, les Terriens de Tanguy Pastureau. Avec les 6 mercenaires. La Grande Rousse, avec une veste noire, Natacha Polony. Pour détourner un avion, il faut être dedans, elle est là, Raquel Garrido. Elle est à la mode et elle taille des costards, Monia Cachemire. Tête à claque, tête de mule, mais surtout, tête bien faite, Franz-Olivier Gisbert. L'avocat qui se défend très bien lui-même, Gilles William Goldnadel. Et la belle gueule qui ne compte pas la fermer, notre rapporteur, Pierre Licia. Notre invité, tête de liste du Parti communiste aux européennes, Yann Brossard. Votre slogan, métro, coco, bobo. Vous avez aussi votre sampleur. Et maintenant, c'est l'heure de la battle de la semaine. Battle de la semaine, justice fiscale. Au-dessus de 10 000 € par mois, faut-il tout prendre? Avec Nicolas Bouzou. Nicolas Bouzou, bonsoir. Vous êtes économiste et essayiste. Votre dernier livre, Sagesse et folie du monde qui vient, coécrit avec Luc Ferry, est disponible chez XO Éditions. Alors, justice fiscale au-dessus de 10 000 € par mois, faut-il tout prendre? Pour poser les enjeux, l'édito de Blacko.
Fin février, Jean-Jacques Bourdin s'est fait une grosse frayeur. Celui qui gagne 10 000, il lui reste 2 000. Faut dire qu'il avait invité un communiste dans son émission. Alors quand Yann Brossa lui a dit qu'il voulait taxer à 80% les revenus au-dessus de 10 000 euros... 80% au-delà de 10 000 euros, oui. Jean-Jacques a fait ses calculs. Donc 80% au-delà de 10 000 euros. Mais ça me paraît tout à fait juste. Et il lui reste 2 000 euros. Non, mais pas du tout. C'est-à-dire que celui qui gagne 10 000, il lui reste 2 000. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pauvre Jean-Jacques. Il a cru que les communistes voulaient lui piquer 80% de son salaire. Sauf qu'avant de s'énerver... Celui qui gagne 10 000, il lui reste 2 000. Il aurait dû se renseigner. Ce que Brossa veut taxer à 80%, ce n'est pas la totalité de son salaire, mais uniquement la partie qui dépasse les 10 000 euros. 80% au-delà de 10 000 euros. Si Jean-Jacques touchait 50 000 euros, il ne serait imposé à 80% que sur 40 000 euros. En gros, il lui resterait 15 000 euros pour vivre. Est-ce que c'est suffisant? En tout cas, ça représente 7 à 8 fois le salaire moyen des Français. Yann Brossa, c'est le nouveau Robin des Bois. Il veut piquer du fric aux riches pour le donner aux pauvres. Reste à savoir à partir de quel seuil on est riche. En 2006, François Hollande avait pris position. Vous avez une vision de la France très particulière, monsieur Oui, Hollande. je n'aime pas les riches. Alors, Je n'aime pas les riches, j'en conviens. Il avait ensuite fixé le seuil de la richesse à un salaire de 4 000 euros net par personne, ce qui correspondait à l'époque aux 5% des salariés les mieux payés. En ciblant ceux qui touchent plus de 10 000 euros par mois, Brossa s'en prend donc vraiment aux plus riches, puisque selon l'INSEE, seulement 1% des Français gagnent plus de 8 850 euros par mois. Alors évidemment, ce serait tentant de conclure que les riches doivent payer plus. Sauf qu'ils payent déjà beaucoup, puisque les 10% les plus riches payent à eux seuls 70% de l'impôt sur le revenu. En fait, au lieu d'en vouloir aux riches, les pauvres devraient les remercier. En effet, si les 20% de Français les plus riches gagnent 8 fois plus que les 20% les plus pauvres, une fois que les riches ont payé leurs impôts, cet écart est réduit de moitié. Mais bon, pour un vrai communiste, tant qu'il y aura des riches et des pauvres, il restera de l'injustice. Bientôt, on aura deux France. On a d'un côté la France qui compte en milliards, et on a de l'autre la France qui compte en centimes. Pour en sortir, Karl Marx proposait de supprimer les classes sociales en instaurant la dictature du prolétariat. Le problème, c'est que dans tous les pays où on a essayé, ça s'est plutôt mal terminé. C'était l'édito de Blanco, mise en image de Julien Grappe. Alors Yann Brossa, vous voulez créer de nouvelles tranches d'imposition. En février dernier, vous étiez au micro donc, de Jean-Jacques Bourdin, et vous disiez ça, Serge. Impôt sur le revenu. Vous dites qu'il faut créer une nouvelle tranche. Nous allons d'ailleurs déposer une proposition de loi qui vise à passer de 5 tranches à 9 tranches. Donc nous proposons de créer 4 tranches supplémentaires avec au fond c'est-à-dire une 4 idée tranches simple, supplémentaires. 4 tranches supplémentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez un... On est à 45% maximum pour ceux qui gagnent le plus. Nous proposons de taxer davantage ceux qui gagnent combien beaucoup. C'est-à-dire qu'au-delà de 10 000 euros par mois, on a moyen de faire un effort supplémentaire. Non, mais ça veut dire quoi l'effort? Au-delà de 10 000 euros par mois, vous taxez à combien? Ça veut dire qu'il faut taxer à 80%. Celui qui paie 10 000 euros d'impôt est prélevé de 8 000 euros tous les mois. Eh bien, ça me paraît tout à fait juste. Et il lui reste 2 000 euros. Non, mais pas du tout. C'est-à-dire que celui qui... Ah ben comment? Mais il me paraît... Pardon, Yann Brossa. Alors que celui qui gagne 4 000 euros, combien lui reste-t-il? Oh là, bon, Jean-Jacques, t'inquiète pas. Non, en fait, bon, au-dessus de 10 000 euros, tout ce qui dépasse 10 000 euros, contrairement à ce qu'il comprend, est taxé à 80. Oui, mais j'ai pas été très convaincant ce jour-là, donc je vous remercie de pouvoir me rattraper aujourd'hui. Ça signifie très simplement que la part de vos revenus, qui est au-delà de 10 000 euros, est taxée à 80%. Ce qui, si on maintient les autres tranches, signifie qu'il vous reste à peu près 8 000 euros, ce qui permet de vivre à peu près correctement, je crois. Enfin, j'imagine que ceux qui nous écoutent conçoivent qu'à 8 000 euros, on puisse vivre correctement. Mais je voudrais peut-être revenir sur le sens de cette proposition. Je pense que nous vivons aujourd'hui dans une société qui est profondément malade parce qu'elle est profondément injuste. Il y a en réalité deux injustices. Il y a une première injustice qui est une injustice sociale, qui fait que nous avons des inégalités qui n'arrêtent pas de croître, avec à un bout des gens qui se gavent et à un autre bout une écrasante majorité de gens qui ne vont pas bien et qui parfois ont des difficultés à boucler leur fin de mois. Et à cette injustice sociale-là s'ajoute une injustice fiscale, parce que nous avons aujourd'hui un impôt profondément injuste, la TVA, qui est un impôt qui s'applique à tout le monde de la même manière, quels que soient vos revenus, que vous soyez milliardaire ou smicard. Et aujourd'hui, la moitié de la fiscalité qui est récoltée par l'État, c'est la TVA. Donc, c'est l'impôt le plus injuste qui rapporte le plus. Et donc, oui, je pense que c'est un problème et qu'on doit donc revoir notre fiscalité pour qu'elle soit plus juste et pour qu'elle répare les injustices sociales. Pour revoir la TVA, il faut l'accord des 28 pays européens. Vous savez qu'on n'a plus aucune
liberté de faire quoi que ce soit dans ce pays. Je le sais bien, mais voilà, donc il faut mettre d'accord 28 pays pour baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Vous le savez. J'ai entendu l'autre jour le ministre du Budget dire exactement ce que vous avez dit. Gérald Darmanin, il a dit on ne peut pas mettre en place une TVA à 0% sur les produits de première nécessité parce que l'Europe ne nous le permettrait pas. Oui. D'abord, on pourrait quand même peut-être se battre au sein de l'Union européenne pour revoir tout ça. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on a l'Union européenne qui fixe un taux minimal d'imposition sur la TVA et qui ne fixe pas de taux minimal d'imposition sur les multinationales. C'est quand même un monde. Bon alors, Bouzou, au-delà de 10 000 euros. Mettre une tranche marginale à 80% pour ceux qui gagnent plus de 100 000 euros ou de 150 000 euros. Oui, mais en réalité, si on compte bien, on y est déjà quasiment. Parce que l'impôt sur le revenu, il est à 45%, vous ajoutez la CSG, vous ajoutez les impôts locaux, vous ajoutez un truc qu'on oublie toujours en France, mais qui est très important, qui est les cotisations sociales, et vous arrivez à des taux d'imposition qui sont lourds. Donc, si vous dites on va encore augmenter les impôts, etc., je crains que vous ne soyez déçus et je crains que ça ne serve pas le noble but que vous poursuivez, qui est, j'imagine, celui de la mobilité sociale, c'est-à-dire faire en sorte que des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent puissent espérer monter dans l'échelle sociale et avoir plus d'argent. Et puis que ce soit le cas pour leurs enfants aussi. Moi, je défends une société moins inégalitaire. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, nous souffrons de vivre dans une société qui est profondément inégalitaire. Et je pense qu'on ne peut pas vivre heureux, y compris si on a des moyens, dans une société qui est à ce point inégalitaire. Dans une société quand même où on a 9 millions de pauvres, 3 millions d'enfants pauvres, 6 millions de chômeurs, 3 millions de personnes qui n'arrivent tout simplement pas à acheter un savon et qui sont dans ce qu'on appelle une précarité hygiénique. En France, un ménage sur 5 qui n'arrive pas à se nourrir correctement. Et puis vous savez, j'entends beaucoup de références, on nous dit on a essayé ça dans les pays de l'Est. Non, non, en France, dans les années 80, il y avait 14 tranches d'impôts. Et la dernière tranche d'impôt, la plus élevée, elle était à 66%. Donc on a eu ça en France. Et la réalité, c'est qu'on a une fiscalité qui, depuis les années 80, est devenue de plus en plus injuste. C'est-à-dire qu'on a alourdi la fiscalité sur les classes moyennes et les familles modestes. Et dans le même temps, on a allégé la fiscalité sur les plus riches. Eh bien moi, ça n'est pas comme ça que je conçois la fiscalité, ça n'est pas la société que je veux. Yann, on est riche à partir de combien ? Hollande, 4 000 euros. Je pense qu'à partir de 10 000 euros par mois, pour une personne seule, on est riche, oui. Mais ce n'est pas une honte, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, moi, je ne cherche pas à faire de la morale ou de la culpabilisation personnelle. Simplement, quelqu'un qui gagne plus de 10 000 euros par mois, j'estime qu'il doit rendre beaucoup à la société. Parce que souvent, d'ailleurs, il a beaucoup reçu de la société, sinon il ne gagnerait pas autant. France, je suis désolé de vous le dire, je trouve votre discours complètement consternant. C'est-à-dire que moi aussi je suis pour la justice sociale, évidemment, on veut tous de la justice. Mais en même temps, on souhaite un peu d'efficacité. Or, qu'est-ce qui est démontré depuis toujours ? C'est la vieille phrase, vous savez, trop d'impôts tue l'impôt. On sait ça depuis un penseur arabe du XIVe siècle, Ibn Khaldun, qui disait justement que la solution, c'était quand même toujours de réduire les impôts, puisque quand vous réduisez les impôts, vous créez plus de richesses et donc vous avez plus de recettes fiscales. Ça a été démontré. Ça a été démontré en Californie, l'État californien, en 1978, il a décidé de baisser les impôts fonciers et, extraordinaire découverte, il y a eu des rentrées fiscales beaucoup plus importantes que prévu. Reagan, quand il a été élu président, au début des années 80, il a décidé de faire ça au niveau de l'Amérique. Le taux marginal supérieur, il est passé de 70 à 28%. Vous savez que les rentrées fiscales, elles ont augmenté de 30%. Alors, le modèle que vous proposez, en fait, on a en France 48%, mais je sais, Raquel, tu peux faire la gueule, parce que ce sont des chiffres, c'est emmerdant. C'est la réalité. Je suis désolé, je vais te la mettre encore à la gueule. Non, un petit chiffre. Les prélèvements obligatoires en France aujourd'hui, ils sont à 48%. C'est dingue, c'est le record mondial. Bon, vous proposez encore d'augmenter les impôts et les prélèvements obligatoires, et vous allez encore nous faire des fake news, et vous allez nous faire encore des faits alternatifs comme Trump. Mais ça ne marche plus, parce que plus on prend de l'argent, moins ça marche. Je ne comprends pas votre logique. C'est-à-dire, vous voulez continuer un système qui ne marche pas, et en fait, qui nous a mis là où nous sommes aujourd'hui. Merci. Alors, Yann, la question qui se pose, c'est celle de savoir dans quelle société on veut vivre. En France, on a créé la sécurité sociale dans un pays qui sortait de la Deuxième Guerre mondiale et qui était un pays ruiné. Prenez l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas la sécurité sociale. Il y a des tas de gens qui n'arrivent tout simplement pas
à avoir les soins élémentaires parce qu'il n'y a pas cette sécurité sociale. Donc si votre modèle de société... Mais c'est pas ça, si mais vous votre répondez à modèle, côté bien sûr encore. que si, Mais c'est tellement si facile. votre modèle... C'est les vieux trucs communistes. Il faut se calmer. Vous faites le truc stalinien. Vous répondez pas à la question. Ne vous énervez pas. Mais bien non, sûr mais que c'est si. incroyable. Bien sûr que ça si. recommence. Je vous dis. Moi, je vais pas vous dire allez vivre en Russie et vous allez me dire allez vivre aux États-Unis. Vous avez pris l'exemple américain. J'ai pas pris l'exemple russe. C'est pas ma faute. J'ai montré que quand on baissait les impôts aux États-Unis, en Californie et aux États-Unis, c'est pas ça. Non, il y avait plus de recettes fiscales. C'est tout. C'est pas un bon système. Là où je suis en total désaccord avec vous, c'est que les inégalités, dans le cas de la France, elles sont liées à deux choses. Elles sont liées au chômage et la question du logement, dont on parle jamais. La question du logement, comment est-ce qu'on fait baisser les prix du logement pour les gens? Pardon de vous décevoir, pas en faisant des logements sociaux partout. On fait baisser les prix du logement en construisant des logements. Non, c'est pas n'importe quoi. Pas vrai. Bah bien sûr que si, c'est vrai. Le problème de la France, c'est que là où il y a la ville la plus dense d'Europe. Eh ben, rendez-la encore plus dense. Natacha. Si on crée une tranche marginale d'impôt, les riches s'en vont et ils vont partout ailleurs en Europe. Il y a des paradis fiscaux en Europe. Il y a l'Irlande, il y a le Portugal, il y a mais je vais me faire l'avocat du diable. On ne pourra pas créer réellement une redistribution. Mais pourquoi vous voulez prendre 80% de l'argent des riches? C'est quoi? Non mais c'est quoi cette obsession? Parce que la suraccumulation. Non mais j'ai bien compris, c'est prendre l'argent. Celui qui gagne beaucoup d'argent l'a volé. Les questions d'emploi, c'est ça le péché originel à gauche. Yann Brossard. Moi, je pense que la question n'est pas de savoir s'il faut plus d'impôts ou moins d'impôts de manière globale. La question est de savoir à qui on fait porter l'effort fiscal. Or, s'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, ça n'était pas par une espèce de mouvement poujadiste anti-impôt. C'était un refus de l'injustice fiscale. Et ça n'est pas un hasard si ce mouvement est arrivé après la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Excusez-moi de vous le dire, je suis allé sur des tas de ronds-points, j'ai discuté avec des gilets jaunes. Qu'est-ce qu'ils disaient? C'était contre les taxes. C'était au contraire. C'était pas pour plus d'impôts, c'était pour moins d'impôts. Monsieur Goldnadel, je finis une phrase. La suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est une mesure qui nous a coûté 3,5 milliards d'euros, qui est un chèque de 33 € par jour. 33 € par jour pour les 350 000 ménages les plus riches de France. Eh bien, excusez-moi de vous le dire, mais je trouve ça indécent. J'ai fait le calcul, j'ai comparé avec le plan pauvreté qui a été lancé par le gouvernement. Le plan pauvreté que le gouvernement a lancé et qui s'adresse aux 9 millions de pauvres, c'est 62 centimes par jour. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un cadeau de 33 € par jour pour les ménages les plus riches et de l'autre une aumône de 62 centimes par jour pour les ménages les plus pauvres. Les Français, ils trouvent ça indécent, ils trouvent ça immoral. Il y a eu 12 milliards, le calcul est complètement faux. Le problème de l'ISF, c'est que cet argent, en fait, il aurait dû aller dans les entreprises, dans l'investissement des entreprises. On a aujourd'hui une mutation technologique qui est incroyable. Le grand remplacement, il n'est pas migratoire, il n'est pas religieux, il est technologique et économique. On est en train de devenir des sous-traitants des Chinois et des Américains parce que nos entreprises n'ont pas assez de capital. C'est ça le problème de l'ISF. C'est pas un problème de lutte des classes. Moi, je m'en fous, je le paye pas, j'y suis pas assujetti à l'ISF. C'est pas ça. Si des gens comme moi sont contre l'ISF, c'est pas pour nous. Pourquoi est-ce que vous voulez que je défende une mesure qui est incroyablement impopulaire et qui fait en sorte que quand vous dites un truc, vous êtes applaudi et quand moi je parle, je suis jamais applaudi et les gens ils sifflent dans leur tête. C'est de la politesse. C'est de la politesse, mais c'est pas sincère. Non, Nicolas, il y a quelquefois de la grandeur à ne pas être applaudi. Mais si c'était pas sincère. Mais je voudrais quand même m'inscrire en faux sur le rappel de la révolte des Gilets jaunes. Contrairement à ce qu'on fait dire maintenant, les Gilets jaunes, c'était la révolte des travailleurs pauvres dans la périphérie, exaspérés par le fait qu'en travaillant, ils gagnaient à peine plus que des assistés qui ne travaillaient pas. Il ne faut quand même pas oublier la genèse de cette affaire. Et l'ISF est venu bien après. Ensuite, je voudrais quand même, sous le contrôle de Nicolas Bouzou, réhabiliter un peu la TVA. Parce que vous nous expliquez que certes, c'est les riches qui payent le plus d'impôts, mais qu'il y a quand même la TVA. Mais je vous fais simplement remarquer que les riches payent beaucoup plus la TVA que les pauvres parce qu'ils dépensent plus. Ramener au produit. Pour le beurre, le riche, il va payer la même TVA que la personne qui gagne beaucoup moins. Donc, produit par produit, Bernard Arnault paye la même chose qu'une personne qui est au chômage. Aucun inconvénient à ce qu'on abaisse. Je vois aucun inconvénient à ce qu'on abaisse
le taux de la TVA pour certains produits. voilà. Je te fais simplement respectueusement remarquer que les riches payent beaucoup plus la TVA que les pauvres. C'est tout. Bien, c'est la conclusion, là. Sur la question de l'évasion fiscale. Juste une anecdote, parce que moi, ça m'a marqué. Bien sûr qu'il faut agir à l'échelle européenne, mais enfin, même nous, en France, on n'est pas obligé d'être bêtes. L'autre jour, je rencontrais les responsables de Google. Google, on le sait très bien, planque de l'argent partout dans les paradis fiscaux. Ils m'ont dit, vous savez, on est un peu gêné, on reçoit du CICE. C'est-à-dire qu'une multinationale qui arnaque le fisc français, en plus de ça, on lui fait des chèques. Enfin, on n'est quand même pas obligé de faire des chèques, d'utiliser de l'argent public pour nourrir des boîtes qui, par ailleurs, font de l'optimisation fiscale, pour le dire poliment. Je pense que ça nous interpelle quand même sur l'utilisation de l'argent public. Et voilà, c'était la bataille de la semaine. Et maintenant, un sujet stupéfiant. À 19 ans, Louisiane Dore a plongé dans la MDMA, qu'on appelle aussi la drogue de l'amour. 10 mois plus tard, elle a réussi à tourner la page grâce à l'écriture. Pierre Licia, notre reporter, l'a rencontré. Magnéto Serge. Apparue dans les années 90 dans le milieu des soirées techno, la MDMA a explosé en France jusqu'à devenir à la mode chez les moins de 35 ans. Je rencontre tout de suite Louisiane, 26 ans, qui s'est sortie de justesse de son addiction. Bonjour Louisiane. Bonjour. Pourquoi est-ce que tu es arrivée à Paris ? Ma province profonde ne me suffisait pas et je voulais devenir quelque chose ou quelqu'un, je ne savais pas exactement quoi. Et comment est-ce que quand tu arrives à Paris, tu te retrouves à fréquenter le milieu de la nuit, des soirées ? J'ai emménagé chez une amie que je connaissais à peine à l'époque. Et en fait, dès la première semaine, elle m'a proposé de la cocaïne, presque avec un air maternel. Et à partir de là, j'ai commencé à sortir beaucoup avec elle et à consommer pour sortir et à sortir pour consommer. Et ça a été un cercle vicieux. Keep on looking, you keep on searching. J'ai beaucoup fréquenté ce quartier quand je passais ma vie à ne pas dormir, particulièrement dans ce coin-là. Alors qu'est-ce qui se passait dans les murs de cette boîte de nuit ? On arrivait et puis on cherchait tout de suite quoi consommer si on n'avait pas sur nous. Et si on n'avait pas ce qu'on voulait, c'était pas la peine de rentrer chez nous. Just try. Louisiane, donc du coup tu consommais de la MDMA. C'est quoi concrètement ? La MDMA, c'est ce qu'on appelle la drogue de l'amour. On a envie de toucher les gens, on aime les gens. Enfin ça, c'est ce qu'on ressent parce que ce que les autres voient, c'est différent. En réalité, c'est quoi par exemple ? On a des têtes de morts-vivants, la mâchoire qui grince. Ça se consomme comment ? C'est de la poudre qu'on dissout dans le verre ou qu'on avale comme ça. On ne sait pas ce qu'il y a dedans en fait, ça peut être n'importe quoi. On m'a donné des choses d'ailleurs qui ressemblaient à une espèce de litière pour chat dégueulasse. Et nous, on prenait ça comme ça. Ah cool, il m'a donné un truc, on ne sait pas ce que c'est. Si ça se trouve, tu vas crever dans 2 minutes. Et t'en consommais régulièrement ? Toutes les soirées. Et selon toi, cette consommation de cocaïne, MDMA, ça fait partie d'une mode, d'un mode de vie ? Pour les gens qui, comme moi, n'avaient pas trop confiance en eux, ça fait un peu, regarde, je suis un leader. C'est comme avoir un sac à main cher. Moi, je me souviens que je sortais des toilettes, je faisais comme ça, alors que je savais que j'avais plus rien. Mais juste pour qu'on sache que j'ai pris quelque chose. Parce que je trouvais ça cool. C'est grave quand même. Avec le recul, quand tu repenses à cette vie que tu menais, qu'est-ce que tu te dis ? Là, maintenant, quand j'y pense, je me vois comme un cadavre ambulant. C'est un peu glauque, c'est un peu fort comme image, mais c'est ça. C'est ça, quand j'y pense, c'est noir. Pour continuer à en parler, j'accueille Louisiane Dore. Ça va ? Ah ouais, ça va. Beaucoup mieux maintenant, en tout cas. Ouais. Maintenant que j'ai une vie saine. Vous regrettez tout ça ?
C'est vrai que si j'avais pu choisir d'avoir une éducation un peu plus serrée et une vie un peu plus saine, j'aurais pas choisi cette voie-là. Mais enfin, au moins, ça m'a permis d'écrire un livre. un livre qui s'appelle Les Méduses ont-elles sommeil chez Folio, d'ailleurs, qui est un très bon livre, mais il faut bien que jeunesse se passe. Stéphane Zweig a dit « La jeunesse a toujours raison, qui l'écoute est sage ». J'espère sincèrement que c'était ironique, parce qu'en réalité, qui est sage, c'est qui a déjà vécu la jeunesse et sait que quand on est jeune, on est têtu, on est inconscient, on est un peu con aussi. Moi, je me vois comme ça, mon adolescent, je me dis « Mais mes pauvres parents, ce qu'ils ont dû endurer ». En tous les cas, vous avez eu le prix Renaudot 2017. Pierre ? La MDMA, c'est la drogue la plus consommée chez les 18-25 ans après le cannabis. Donc sa consommation a explosé depuis 2010. 7% des jeunes ont déjà expérimenté. Et en fait, c'est quoi la MDMA? C'est le principe actif de l'ecstasy. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose. Sauf que dans les années 2000, l'ecstasy est devenu totalement démodé et la MDMA est arrivée, ce qui est la même chose, et c'est devenu cool. Alors Louisiane, pourquoi est-ce que la MD a cette image-là? Je pense que les jeunes ont des envies d'interdits et de choses un peu noires. Et la drogue, ça fait partie de ce truc un peu glauque. Il y a une espèce de mode du glauque. Et c'est vrai que dans la vie, maintenant, quand je dis « je bois pas, je fume pas, je sors pas en boîte », les gens me disent « mais qu'est-ce que t'as l'air chiant !» Et en fait, non, je vis très bien comme ça. Tu disais justement, quand tu es arrivé à Paris, tu avais cette image de la cocaïne, de la MD, qui était véhiculée en fait dans des clips, dans des magazines, c'est ça, c'est ce que ça représente chez les jeunes. Ouais, je pense qu'on fait volontairement l'apologie des drogues dans les médias, dans les séries. C'est impressionnant, les clips, c'est la même chose. Alors, la MDMA, c'est la drogue de l'amour, c'est ce qu'on dit, c'est une drogue sociale qu'on prend généralement pour s'amuser, sauf que ça peut être très dangereux, notamment quand on fait un bad trip. Est-ce que tu peux nous raconter à quoi ça ressemblait? Moi, j'ai fait plusieurs bad trips, mais un qui était très violent, c'était sur une péniche. J'ai commencé à avoir le cerveau comme s'il était compressé. J'ai eu des images totalement erronées de ce que j'étais en train de vivre. L'escalier me paraissait plus long que j'étais en train de descendre, la musique me paraissait plus grave, les paroles mâchées. Et j'arrive dans les toilettes et je vomis noir, je saigne du nez, mon souffle se coupe et je me souviens avoir passé la main sous la porte des toilettes histoire de dire que quelqu'un m'aide et j'entends une fille dire qu'elle se grouille celle-là, nous aussi on a envie de pisser. Et je suis sortie des toilettes, j'ai couru dehors, je sais pas combien de temps ça a duré, le temps où mon souffle était coupé, mais ça m'a paru une éternité. Et quand j'arrive dehors, je me souviens que je m'allonge par terre sous un arbre, je reprends mon souffle et je vois ma copine, ma colocataire qui arrive, qui se penche au-dessus de moi, qui me dit « Ça va, Louisiane, ça va ?» Et j'ouvre les yeux comme ça. Je dis « Bon, ben, on va en after ?» Louisiane, là, aujourd'hui, tu t'en es sortie, tu es très jolie, tu as l'air de bien aller. À l'époque où tu consommais de la MD, tu ressemblais à quoi? J'étais squelettique et ça m'amusait beaucoup. Je rentrais chez moi, je vais dire le soir, enfin c'était le soir, mais le lendemain soir, parce qu'on faisait des fois 24 heures de fête. Je prenais la balance, je montais dessus, je me disais cool, j'ai encore perdu 3 kilos, parce que je ne mangeais pas de la journée, j'oubliais, je me nourrissais à coups de cocaïne et de MDMA. Et voilà, j'ai commencé à avoir des problèmes petit à petit que j'ai encore aujourd'hui, cardiaques, digestifs, plein de choses. Je suis fragile en fait, j'ai un peu un corps de grand-mère alors que je prends extrêmement soin de moi. Aujourd'hui, justement, tu as totalement tourné la page de cette période-là. Tu as aussi tourné le dos à ceux que tu croyais être tes amis, en fait, tes camarades de défonce. À quel moment tu as eu ce déclic de te dire « il faut que j'arrête » ? Un matin, je me suis réveillée dans ma chambre, dans ma colocation. C'était un foutoir inimaginable. Il y avait des boîtes de pizza, une vaisselle de 3 mois empilée sous mon lit. Et il était 18h, je me réveille. J'allume mon téléphone et j'ai un texto d'une copine qui me dit « Bon, on va en soirée, il y a tel DJ à tel endroit, c'est exceptionnel. » Je dis « Attends, c'est exceptionnel, on l'a vu il y a 2 jours. » Elle me dit « Si, c'est exceptionnel, on y va. » Et là, je me suis dit « C'est pas possible, ça n'en finit pas. » En fait, c'était la roue du hamster. Et je suis partie, j'ai pris 2 t-shirts, j'ai laissé ma chambre telle qu'elle. J'ai couru à la gare, j'ai pris un train, j'ai rejoint ma mère sur la Côte d'Azur. Et j'ai changé de numéro, le jour même. Votre livre est disponible chez Folio, qu'un autre livre
qui s'appelle Ceci est mon cœur, un recueil de nouvelles, alors dans lequel vous proposez 11 façons de briser volontairement le cœur. Comment ça se passe? Ça, c'est chez Robert Laffont. C'est 11 nouvelles de 11 personnes complètement paumées, des jeunes en majorité, qui aiment généralement à sens unique. Et en fait, c'est tous les sentiments qu'on peut avoir et qu'on n'ose pas trop faire passer. Donc vous êtes passé de la poudre blanche à la page blanche, quoi. Voilà. C'est la chute. Yann Brossard, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve après la pub avec le zapping des terriens et une icône de la chanson. Elle a vendu plus de 40 millions d'albums. L'idole des pyjamas parties, Chantal Goya. Rebonsoir, les Terriens du dimanche. Re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Toujours en compagnie des 6 mercenaires. Natacha Polony. Natacha, moi je reste attaché à ta douce personne, ma tendre, ma mignonne. Raquel Garrido. C'est Raquel du samedi, du bleu sur les paupières, tourne, tourne, tourne aussi. Mais là-bas, près du comptoir en bois, nous on ne danse pas. On est là pour boire un coup, on est là pour faire les fous, et de se boire un coup, et pas payer nos verres. Pour boire un coup, et je dirais même un bon coup, et de rigoler entre nous. Sur des airs populaires, sur des airs populaires. Monia Cachemire. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Franz Olivier Gisbert. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie surprend. Gilles William Goldnadel. Je suis carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Et Pierre Licia. Et moi je voulais une moustache. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure du zapping des Terriens. Direction les États-Unis, Magnéto, Serge. Un petit prodige, aveugle. C'est extraordinaire. Hein. On n'a pas envie de commenter, on a juste envie de chialer quand on Et moi, je pense que la télé, en fait, c'est fait pour écouter des chansons tous ensemble. Direction la Russie, Serge.
Alors, Il n'y a plus suicide. que 2 troupeaux de morses dans le Grand Nord canadien. Ouais. C'est un jeu- Quand on regarde la liste des animaux qui vont disparaître et qui sont en voie d'extinction, le morse est en tête. Hein, le morse du Pacifique, comme chez les Russes, comme dans l'Arctique, il y en a de moins en moins. Est-ce que Pourquoi c'est des- À cause du réchauffement Ah, c'est le climatique, réchauffement bien climatique. sûr, Ah, d'accord. parce qu'ils ont des problèmes d'alimentation. Là, on voit très bien qu'ils se déplacent. Ça ressemble pas du tout aux dauphins qui vont mourir sur les plages. Ouais. C'est autre chose, quoi. Ils se déplacent pour trouver de la bouffe. Et puis, d'autre part, évidemment, ils sont tués à cause de l'ivoire. Ah, bien sûr, à cause de l'ivoire. Ils sont tués à cause de l'ivoire. Donc, c'est un animal qui est en train de disparaître. Regardons-le bien, parce qu'à mon avis, dans 20 ans, on n'en verra plus, il n'y en aura plus. Direction la Chine, Serge. Al igual que varios... Je t'aime, oh oui je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour. Comme la vague irrésolue. Je veux et je viens entre tes reins et je me retiens. En fait, il y a des gens qui, quand ils font des fives, par exemple, n'arrivent pas à se masturber. Oui. Parce que quand tu fais une five, par exemple, tu vas à l'hosto, on te donne des magazines porno. Oui, mais qui donc sont les mecs collés. se branlent en regardant les magazines. Ça marche pas. Il est moins gêné avec ça. Ça marche pas. Ils sont moins gênés Ils avec sont ça. beaucoup plus gênés que ça. Non, non, parce que ça, Moi, c'est je veux très bien. très bien. Moi j'ai beaucoup pratiqué la masturbation. Oui. Jusqu'à l'âge de... Mais t'as pas le monopole de la masturbation. Jusqu'à l'âge Non. de 15 ans, j'ai beaucoup pratiqué. Et franchement, dans des conditions assez horribles, j'étais à la campagne. me touche pas, c'était- s'il te plaît. Tu tapais des chèvres, ils se tapaient des animaux. Sur des pavés froids, etc. Ça Mais vient j'ai écrit là, tout mon ça dans... Je sais. J'ai écrit tout On ça. le sait que tu l'as écrit. J'ai écrit tout ça dans l'américain, vous pouvez le lire. Mais j'aurais eu ça, mais c'est formidable. C'est un peu petit pour être commercialisé en France, à mon avis. Bien, ça, c'est bien Le dit. vantard. Ça, mais c'est bien Le dit. vantard. Voilà, ça me plaît bien. Bien sûr. Pas du tout ce qu'on Bien sûr. Et maintenant, j'accueille une icône de la chanson. Elle a vendu plus de 40 millions d'albums. L'idole des pyjama parties, Chantal Goya. L'escalier, ça a été très bien. Vous connaissez ça par cœur. Oui. Alors, très heureux de vous recevoir. Vous avez un slogan. Merci. Je suis pas sûr qu'il vous fasse plaisir, mais bon. La petite fille la plus âgée de France. C'est égal. Et vous avez un sampleur. Ce que je trouve incroyable, c'est que Natacha Polony, qui est plutôt une intellectuelle, dès qu'il y a une chanson populaire, elle la connaît par cœur. Ah bah c'est Dalida, moi je Vous êtes préfère. admirable, Dalida, vous êtes c'est admirable, bien. Natacha. Alors, Chantal Goya, qui êtes-vous vraiment? Votre portrait par Stéphane Blakowski, Magnéto, Serge. 1942, Chantal Deguerre naît à Saïgon. À l'âge de 4 ans, sa famille rentre en France, elle va au lycée à Paris, puis part à Londres pour devenir journaliste. En 64, sa rencontre avec Jean-Jacques Debout change sa vie. Il lui permet d'abord de devenir mannequin dans la presse, puis il se marie, il lui trouve un pseudo et compose sa première chanson. Bien Bernard, le plus vénard. Chantal tape alors dans l'œil de Godard, avec qui elle tourne en 66, Masculin-Féminin, un film interdit aux moins de 18 ans. Peggy 18. Hitchcock lui propose aussi un rôle qu'elle refuse car elle est enceinte. 1975, alors qu'elle s'est éloignée du showbiz pour s'occuper de ses enfants, son mari lui écrit une petite chanson destinée à un unique passage télé. Mais le public est emballé et le titre sort en 45 tours. Adieu les jolis foulards, adieu tous les madras. Une nouvelle
nouvelle carrière démarre. Elle enchaîne alors les tubes comme Le Lapin. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Allons danser avec Mickey ou la fameuse Bécassine. Bécassine, c'est ma cousine. Le succès est tel qu'on vend des Barbies à son image. Son mari crée alors pour elle le personnage de Marie-Rose, qui sera l'héroïne de nombreux spectacles à succès. 1985, Chantal se ridiculise à la télé dans le jeu de la vérité de Sabatier, ce qui lui vaut un déluge de moqueries dans la presse. Sa carrière se poursuit, mais elle apparaît moins à la télé. Les ventes sont donc en baisse. En 93, l'animatrice Dorothée la met en contact avec AB Productions qui sort une compilation de ses succès. Sa carrière redémarre avec un nouveau spectacle. 2001, Chantal devient culte. Ses premiers fans ont désormais 25 ans et dans les boîtes gays de la capitale, on reprend ses refrains en chœur. Mon petit ourson. Elle est aussi de retour au cinéma dans une adaptation d'Absolutely Fabulous avec Balasco et Nathalie Baye, mais sans grand succès. Peu importe, Chantal reprend ses spectacles pour enfants. Elle sera même produite par Gilbert Coulier, le producteur de Johnny. En 2014, mini consécration, une crèche d'Argenteuil est baptisée à son nom. 2019, Chantal remplit le Palais des Congrès pour la 350e fois de sa carrière, ce qui constitue un record. Ça me remémore quand j'étais petite. À 76 ans, elle est toujours à fond. Voilà pourquoi ce soir, elle est chez Ardisson. Alors, pour ceux qui auraient oublié, mais ça m'étonnerait, Chantal Goya, c'est ça. Bien Bernard le plus vénard de la bande le samedi soir nous emmène et l'on danse, mais vers minuit il faut rentrer, pas de chance. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin c'était un lapin. Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous valser, grand-père? Tout comme au bon vieux temps. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisines. Quand je m'en vais voir ma grand-mère qui habite au bord de la mer, je retrouve ma Bécassine qui m'emmène au bout de la terre. Bécassine, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Bandit, panda, petit ourson de Chine. Bandit, panda, né dans l'Himalaya. Bandit, panda, tu ne seras pas une victime. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Capitaine Flamme d'eau. On rigole avec Méline parce que dans Tout le monde en parle, j'étais le capitaine Flamme. Et on mettait cette chanson et je faisais le mariole. Tu te souviens, Méline, voilà. Alors, pour fêter vos 40 ans de carrière, vous reprenez le spectacle Le Soulier qui vole, Oui. hein, que Jean-Jacques Debout a écrit et composé et mis en scène en 1981. Alors, ce qu'il faut dire au passage, quand même, c'est que tout ce qu'on a entendu, c'était Jean-Jacques Debout. À tout, il a écrit 400 chansons Vous pour vous moi. rendez compte, c'est un génie. Pour Hein. quelqu'un qui ne devait pas chanter, c'est pas mal. Ouais, c'est un génie. Oui, c'est un génie. Vous avez eu de la chance. Lui aussi, d'ailleurs. Parce qu'on s'est rencontrés, sinon vous m'auriez jamais connu ce que j'ai fait si j'avais pas épousé Jean-Jacques. Voilà. Le Soulier qui vole, donc l'album est bien entendu disponible. Vous êtes en tournée dans toute la France. Oui, vous savez que moi, j'ai voulu le faire il y a 2 ans et que tous les producteurs m'ont rigolé au nez. Ouais. Il m'a dit trop vieille, démodée. J'ai dit, bah, c'est pas grave. Ouais. Moi, je vais le faire moi-même avec un copain qui croyait. Et on l'a fait tout seul. Et voilà. Et voilà. Et vous serez au Palais Ça des marche. Congrès les 5 et 6 octobre prochains. Je reviens, oui. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Nous partons dans un train, destination un Immobile. Et ce train qui fait des roule tranquille. Quand on a des sous, des souliers pour se balader, des souliers qui nous font danser. Quand on a des sous, c'est Guignol qui cogne les gendarmes avec son compagnon Niafron. C'est Guignol qui nous fait rire aux larmes. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Alors l'avantage, c'est que vous n'avez pas beaucoup grandi non plus, donc
pouvez continuer à faire ce genre de spectacle. Vous n'êtes pas plus grande que les enfants, quoi. Oui, je suis un peu comme eux. J'ai les mains comme eux, je suis un petit peu comme eux. Ouais. Ils me demandent souvent, mais où est-ce que, je sais pas, t'es mariée ou... Je dis oui, je suis mariée. T'as quel âge? Je dis quel âge j'ai? Ils me disent 40 ans. Moi, je suis contente. C'est sympa. Je dis c'est génial. Je dis je les adore. Et comment expliquez-vous que vous soyez devenu l'icône des gays? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pyjama party sans qu'ils dansent sur vos chansons comme ça. Je sais pas, moi, comment ça se fait. Parce qu'un jour, je me souviens qu'on m'a demandé de venir chanter dans une boîte sur les grands boulevards. Ouais. Il y avait tellement de monde, je croyais qu'il y avait une grosse vedette. Je dis, il y a qui ce soir? C'est vous. Je dis, non, c'est pas moi. C'est une boîte gay. Et puis moi, j'ai chanté comme ça pour m'amuser. Ouais. C'était l'hystérie générale. Ah oui, vous êtes la star des gays. J'ai fait toutes les boîtes de nuit gays de France et de Navarre. Ouais. Et alors, à chaque fois que je chantais Booba, ils se roulaient tous des pelles devant moi. Je dis, Ouais. voilà. Alors, comme je suis hyper pudique, je chantais Booba, Booba, mon contre-mur. Je regardais le... Monia, à vous. Chantal Goya, vous savez, je suis née dans les années 80, donc je suis une enfant de la génération Goya. Oui. Et en plus de ça, je suis née le 10 juin, le même jour que vous. Donc en Génial. fait, on est objectivement des êtres incroyables, c'est ça? Vous savez qui est né comme nous? Moi, en plus, la même année que moi, Paul McCartney. Voilà. Donc voilà, Cool, ça. on est Voilà. d'accord. Donc, vous faites partie de l'enfance de nombreux Français, mais on ne connaît pas vraiment votre enfance. Donc je vous ai préparé une interview, j'ai 10 ans. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Alors, avant de parler de vos 10 ans, on va parler de vos débuts, de vos premiers pas dans la vie. Donc, vous passez votre enfance en Indochine, près de Saigon. Oui. Vous grandissez dans la plantation de caoutchouc de votre père. papa. Oui. Vous avez quel souvenir de cette époque-là? D'abord, j'ai vécu tellement dans les EVA, dans les caoutchoucs. J'avais pas vraiment de... À part mon petit frère qui était petit, j'avais pas d'amis. Et j'avais une nounou chinoise qui s'occupait de moi. Et je me souviens qu'on partait à Saigon et on allait à l'hôtel rue Catina, un hôtel très connu des Français. Bien sûr. Et là, qui me prenait sur ses genoux? Marguerite Duras, direct. C'est pas... Ensuite arrive une période un peu plus sombre, celle des Viet Cong, celle de l'arrivée des communistes. Et là, parce que vous êtes une famille française, vous êtes obligé de vous cacher. Oui. Et vous êtes un peu un petit enfant magique. À 3 ans, déjà, vous sauvez la vie de votre famille. Vous pouvez nous raconter un peu cette histoire? Ben moi, j'étais quelqu'un on ne peut pas m'enfermer dans un placard ou m'enfermer même encore aujourd'hui. Hein. Et à 3 ans, évidemment, que j'ai ouvert la porte de la maison, parce que les Vietnamiens nous ont toujours sauvés. Ils ont toujours dit, il n'y a personne, il n'y a pas de Français, il n'y a personne. Et moi, j'ouvre la porte, il y avait toute l'armée qui était là devant nous. Et j'ai demandé à qu'on m'attache mon lacet de chaussures. Ouais. Donc ils se sont dit, c'est une gamine comme on a chez nous, petite brune comme ça. Alors on va lui attacher son lait de chaussures et ils sont partis. Chantal, quelle chanson vous rappelle votre enfance? Ben moi, je vais vous raconter ma chanson, c'était Mes jeunes années de Charles Trenet. Parce que j'habitais Magnifique. à Remiremont dans les Vosges. qu'est-ce que c'est beau. Et il était venu chanter avec des petits chanteurs à la Croix de Bois. Et moi, je croyais que c'était ses enfants à Charles Trenet. Il a plein de garçons autour de lui, plein d'enfants. Nos jeunes années. Jeunes années courent dans la montagne, courent dans les sentiers, plein d'oiseaux et de fleurs. Bah, j'en profite pour poser la même question à mes camarades. Pierre, c'est quoi la chanson qui te rappelle ton enfance, c'est-à-dire hier, quoi? Oui, c'est t'es beau. Mais t'avais pas de moustache? T'es toujours beau, t'es toujours beau. Je n'ai pas échappé à la vague des boys bands qui déferlaient sur la France à ce moment-là. Et c'était quoi? Partir un jour. Oh là. Ah, génial. Et Natacha? J'étais fascinée par La ville s'endormait. Ah. Ma mère écoutait. Je ne comprenais rien à cette chanson et elle est d'une beauté incroyable. On va écouter Jacques Brel. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. France. J'ai eu un truc de fou, c'est-à-dire je suis tombé complètement red dingue de ce mec. Et après, j'achetais tout, je chantais tout le temps, etc. C'est un génie complet. Il faut en parler et en reparler. Bien sûr, c'est l'inventeur du rock. C'est l'inventeur du rock. Il a 10 ans, 20 ans sur tout le monde. Bien sûr. D'avance, c'est Chuck Berry. Eh oui. Et toi, Gilles? Moi, je ne sais pas pourquoi, mes parents adoraient
me chanter des chansons tristes. Et c'était Viens pleurer au creux de mon épaule. Laisse ta pudeur du plus profond de ton cœur, viens pleurer au creux de mon épaule. Oublie si tu peux nos querelles d'amoureux et chérie, nous pourrons être heureux. Il a un cœur, il a un cœur. Il a un cœur. Il a un vrai cœur. Et Raquel, c'est que j'écoutais vraiment en tant qu'enfant au quotidien. Et ben moi, au Québec, parce que je suis quand même restée au Québec jusqu'à l'âge de 14 ans, il y avait une émission qui s'appelait Passe-Partout. Et c'était ça, en fait, mon quotidien, c'était Passe-Partout. Montagne aime les papillons, les souliers neufs et les beaux c'est très Chantal Goya. Mascaron culbus sautait tournant rond. Où est Passe-Partout, le nez dedans. Et vous, Monia? Moi, c'est un générique de dessin animé. C'est Les Cités d'Or. Ce qui est très joyeux, c'est que finalement, Chantal nous a rendus tous complètement régressifs. Merci. Votre album, donc Le Soulier qui vole, est disponible. Il va tourner dans toute la France. Et les 5 et 6 octobre au Palais des Congrès à Paris. Voilà. Oui. Bah, avant de partir, est-ce que vous pouvez nous montrer la chorégraphie du lapin? Emma. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, c'était un lapin qui. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Ça cause de mes enfants, hein. Bravo, merci, merci. Merci beaucoup. Voilà, on se retrouve après la pub avec les terriens de Tanguy Pastureau et le winner de la pub. A tout de suite. Bonsoir, les terriens du dimanche. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion, toujours en compagnie des 6 mercenaires. Natacha Polony, Raquel Garrido, Monia Cachemire, François-Olivier Gisère, Gilles-William Golnadel et notre reporter Pierre Alicia. Et maintenant, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastureau. C'est la dernière. C'est la dernière. C'est affreux, Thierry. Affreux. On va se quitter. Qu'est-ce qu'on va faire l'un sans l'autre pendant 4 mois? On va se revoir. Ah, bon. Cet été? Oui. Vous allez où? En Grèce. Ah, pas moi. T'es le bienvenu, hein. Ah, bah c'est gentil. Grande maison et tout. Hein. Ah, oui, tiens, d'accord. Bon, attention, on passe à Pastureau. Voilà, c'est fini. Au revoir, chroniqueur de droite. Mais au revoir également, Raquel. Au revoir, cher public. Qui, semaine après semaine, m'avait applaudi parce que vous m'aimez, mais surtout parce qu'on vous a dit de le faire. Un petit peu quand même. Au revoir Thierry, fin avril déjà on se quitte, mais vous allez encore bosser le samedi et la saison prochaine et les 20 suivantes. C'est pas sûr. Oui, mais c'est si, parce que vous en êtes à 1700 trimestres de cotisation retraite, mais vous refusez de la prendre. Vous êtes à fond. Je sais pas ce que vous avez pris en 78, mais c'était de la bonne. Alors,
Bah, cette saison a été folle. Hein. En septembre, quand on a redémarré le gilet jaune, c'était ce truc plié en 4 qu'on avait dans la boîte à gants en cas d'accident. Gérard Collomb, c'était ce truc plié en 4 qu'on avait au ministère de l'Intérieur. Raphaël Glucksmann était un beau gosse en train de chiller au café de Flore, tandis que des étudiantes en prépa littéraire le dévoraient des yeux en disant des choses telles que « quand il va se lever, on va voir son petit cul », ce qui était décevant pour des étudiantes en prépa littéraire. On a partagé tant de choses ici, et en même temps, j'ai l'impression que vous m'avez écouté d'une oreille, comme disait Van Gogh. C'est pourquoi je vous ai préparé un petit quiz. Alors, j'ai quelques photos de l'année politique, vous allez me dire de quoi il s'agit, hein. Bon, très rapidement, parce que c'est moi qui parle, hein, parmi 3 propositions. Alors, toi, la ménagère, joue aussi avec toute ta famille et consomme, achète le produit que tu vois dans les publicités. Très important, consomme. Allez, c'est parti, attention, première photo. Nous sommes début septembre. Que s'apprête à faire le ministre de l'écologie, Nicolas Hulot? 1. Il s'apprête à éternuer parce qu'il réalise qu'il est allergique à la politique. 2. Il s'apprête à jouir parce qu'il est en train de penser qu'il pourrait être tout nu dans une prairie sans glyphosate, entouré de petits lapins bio qui copulent. 3. Rien du tout, c'est sa tête normale. En 87, dans Ushuaïa, il s'est fait piquer à la joue par un crotale et depuis est figé avec cette tronche. Hein, si on fait le biopic de Nicole Kidman qui a abusé du Botox, c'est lui qu'on prendra pour le rôle titre. 1, 2, 3. Alors réponse, aucune des 3. Hein. Il s'apprêtait tout simplement à démissionner. Hein. C'est pour ça qu'il a pleuré. Alors voilà, à côté c'est sa femme hein, qui ensuite lui a dit, je cite, wesh gros pleure pas boulou, t'es un bonhomme ou quoi? Et qui a fini par se mettre en ménage à 3 avec Booba et Caris, hein, des vrais durs. Ils vivent heureux dans un octogone. Allez, deuxième photo. Qui est cet homme? 1. C'est Tarek, le dernier chauffeur Uber à porter le costume cravate, parce que les autres se sont relâchés. Hein. Dans les Uber, ça pue les claquettes chaussettes. 2, c'est Neyassé, le Neymar poli, un joueur du PSG qui, même sur son temps libre, n'arrive pas à sortir la tête de son boulot. Là, on le voit en train de dire « Non, monsieur l'arbitre, je jure, il n'y avait pas main ». 3, c'est John Randonnée, fan français de Star Trek, hein, qui n'arrive pas à faire le salut vulcain comme dans la série, hein, par manque de souplesse dans les doigts. À votre avis? 1, 2, 3. Star Trek, oui. Voilà, Star Trek réponse. Ben, c'était aucune des 3. Il s'agissait bien sûr d'Alexandre Benalla. Voilà. Auditionné par le Sénat, mais qu'on ne reconnaît pas parce qu'on a plus l'habitude de le voir, eh bien, comme ça. Hein. Là, il joue avec ce qu'il a appelé à l'époque son pistolet à eau. Hein. Mon neveu de 4 ans a un pistolet à eau. Il est moins bien fait. À mon avis, pour en avoir un aussi beau, Benalla doit être membre du club privilège minimum. Allez, troisième photo. C'est la fin de l'été à Saint-Martin. Mais le président Macron reste très très chaud. Sans doute une conséquence du réchauffement climatique. Où a été prise cette photo? 1. Dans les coulisses du congrès annuel des proctologues, où les plus éminents spécialistes du domaine ont montré au président comment se pratiquait un examen. 2. Dans les coulisses du congrès annuel des frotteurs de la ligne 13, où Macron a produit son petit effet en se frottant à un jeune homme. Il a d'ailleurs remporté le trophée des frotteurs. Hein, c'est comme un César, sauf qu'on le met eh bien, dans son slip. 3. Dans les coulisses de la campagne nationale contre l'anorexie, parce que le type à gauche est tellement mec que sa ceinture ne suffit même plus à faire tenir son pantalon. D'accord? Alors, réponse 2. Réponse 2, elle était possible, mais en fait, c'était aucune des 3. Il était en visite, voilà, dans l'appartement d'une famille. Mais il est tellement sexy que quand il arrive, tout le monde est déjà à moitié à poil. Hein. Mais le nudisme, depuis l'élection de Macron, a progressé de 700% en France. On s'est habillé, je sais pas, on se déshabille, on est chaud. Allez, quatrième photo, nous sommes en mars 2019. Que fait Christophe Castaner? 1. Prenant sa tâche de ministre de l'Intérieur très à cœur, il vérifie en personne auprès d'une jeune dame si elle n'a pas d'arme contondante, et ce, jusque dans sa bouche. 2. Il profite d'une soirée privée dans un resto pour tenter de remettre à la mode le slow, parce qu'il s'est pris pour un influenceur, lui qui a 2 fois l'âge de Matt Pokora, 12 fois celui de Gérald Darmanin. 3. Il a décidé de se réincarner de son vivant en coquillage. Et tel la palourde, il fait reposer tout le poisson-corps sur sa langue. Alors, réponse, vous le savez, aucune des 3. Ah, il avait juste fait un mélange vodka, Red Bull, pomme, poppers, viandox.
Après le 16e verre, il a perdu l'équilibre. Et dans ce cas, que fait-on? Eh bien, on se raccroche aux fesses de quelqu'un. Un Kim Kardashian a déjà sauvé 48 personnes avec les siennes. Enfin, une vidéo. Une vidéo dont on se souvient, mais que fait donc Laurent Wauquiez au Salon de l'Agriculture en février dernier? 1. Très distrait, il a pris Marguerite, une vache, pour sa femme et a voulu réitérer en public ce qu'ils font normalement le samedi soir après le buffet flunch. 2. Il était en train de préparer L'amour est dans le pré SM pour M6, la version olé olé, comme on dit chez les taureaux, de l'émission avec Karine Le Marchand. 3. L'animal ayant refusé de rejoindre le parti Les Républicains, comme l'ensemble des Français sauf Pierre Licia, Wauquiez a décidé de le punir. Il fera de même avec tous les gens qui n'adhèrent pas. Enfin, une bonne raison de ne pas s'engager en politique. Alors, réponse, bien sûr, aucune des 3. En fait, on lui a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire pour que la vache se lève. Un pari entre éleveurs. Il y en a un qui a dit il va quand même pas gober ça. L'autre a répondu si, parce qu'il est très très con. Alors, bravo à toi, la ménagère qui a joué chez toi. Et bravo à vous, chroniqueurs mercenaires, fort en gueule, mais pas que, parce que cette saison, mais vous avez franchi toutes les limites morales et esthétiques. Les Mayas, si vous voyez cette émission, on se dirait que c'est le premier signe de l'apocalypse. Que dire, en effet, de Raquel Garrido, naguère passionnariat de la gauche française, qui en quelques mois est devenue Patrick Sébastien. Non, merci, ça va aller. C'est avec moi. Mais oui, bien sûr. C'est la popularité. Raquel qui a pris tous les risques. Certes, elle n'a pas nagé au milieu des requins, quoique elle fait de la télé. Elle n'a pas tapé dans le dos de Martine Aubry en lui disant « ça va biloute ». Mais encore plus dangereux, elle a dansé le zouk avec Francky Vincent. L'antillais plus chaud qu'un panini 3 fromages. Le 7 tir des îles, le déniaiseur en série. Alors à noter, Raquel, que vous avez dansé sur le titre « Tu veux mon zizi ». La chanson la moins romantique du monde, mais la plus efficace, puisqu'en soirée, elle permet de zapper les présentations, le dernier vers les papouilles pour arriver directement au but. Alors Raquel aura ainsi baigné toute la saison dans cette atmosphère érotique, et ça l'a contaminée, puisqu'en février, elle nous livrait une indiscrétion à propos d'Alexis Corbière. C'est un couple mutin, un couple coquin. Tous les deux partent après l'émission pour Mykonos, puis le Cap d'Agde en juillet, avant de lancer leur site Raquel et Alexis. Ce sera comme Jackie et Michel, sauf que toutes les scènes d'amour se dérouleront sous un poster géant de Mélenchon. Et je pense que ça peut refroidir, notamment les gens de droite. Alors, les terriens du dimanche ont aussi permis à 2 seniors de se décoincer un peu. Franz, tout d'abord, est devenu non-binaire. Et ça lui va bien. Regardez, on dirait Geneviève de Fontenay si elle avait retiré son chapeau. Voilà, magnifique. Quant à Gilles William, il s'est mis au serre-tête. On a l'impression de voir... On a l'impression de voir France Gall en 66 s'il avait eu un gros souci de vieillissement prématuré de la peau. Alors tous ces gens, Gisbert, Golnadel, Monia Cachemire, qui est si sérieuse sur LCI, se sont lâchés, tels les fils que les mecs avaient mis sur Bouteflika et qui leur permettaient de le manipuler à distance. Alors ça, c'était un truc qui s'appelait le Triangle Dance Challenge, la danse du triangle. Encore un coup des francs-maçons. Monia, Gilles, Franz, c'était crédible, reconnu au minimum par leurs conjoints. Mais c'est fini, même TéléZ les a refusés comme pigistes. Pour remplacer le chien non plus, ils n'en veulent pas. Alors Monia, attention, n'a pas été que ridicule. Non, 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 la plupart du temps, elle fut très digne, déclarant avec délicatesse son amour à Bernard Kouchner. Enfant, j'étais amoureuse de vous. Oh. Je voulais me marier. Et je ne l'ai pas su. Voilà. Alors par contre, quand vous êtes un adulte et quelqu'un vous dit « Enfant, j'étais amoureuse de vous », la réponse la plus appropriée n'est pas du tout « dire que je ne l'ai pas su ». Ça, c'est une réponse à la Michael Jackson. Non, il faut dire « Ok, je m'en fous ». Puis demander « Où est Arlette Chabot qui est née senior ?» Et puis, cette saison, la France a découvert
Pierre Licia, le seul moustachu sexy. Enfin, Franco était pas mal, hein, mais il avait des idées qui parfois donnaient peu envie de lui faire l'amour. Le seul problème de Pierre, c'est qu'il est corse. Et qu'un corse, vous le faites boire un peu, vous lui filez 2 saucissons et 2 potes. Alors, moyen mémotechnique, hein, les potes, c'est ceux dont on ne retire pas la peau. Hein. Ou alors, c'est que vous êtes un vrai malade. Et ben, vous faites tout ça, le corse, il chante. Alors, non. Certains trouveront ça joli, mais on ne les a jamais croisés. Alors en attendant, pour ne pas revivre ça, je demande l'indépendance immédiate de la Corse et le retour de tous les Corses sur leur île. Ensuite, on fait un mur, hein, une barrière de glace, comme dans Game of Thrones. Comme ça, de l'autre côté, les Marseillais en prendront des petits bouts pour foutre dans le pastis, et on n'en parle plus. Fini la Corse. Adieu. Enfin, last but not least, comme n'a jamais dit Madame Sanchez quand j'étais en 4e, puisque c'était ma prof d'espagnol, Natacha que j'ai fait pleurer de rire tant de fois. J'ai longtemps cru que j'étais drôle, avant de comprendre que c'est elle qui était extrêmement bon public. Hein. Natacha qui, perdue au milieu du zouk, l'évocation du sexe de Corbière, la vision atroce de Franz portant des boucles d'oreilles, a tenté de conserver toute sa raideur. Hein, cette dame, c'est Édouard Philippe sans les poils. D'ailleurs, même poil, c'est un mot qu'elle refuse d'employer. Ceci étant posé, Natacha, poil ou pas poil? Je suis donc pour la parure et l'appropriation de son corps. Non. Voilà, alors pour elle, il s'agit d'une parure. Alors attention, si au contraire Rachida Dati vous dit « j'ai acheté une parure », ça ne signifie pas qu'elle s'est fait greffer des poils, hein, mais qu'elle s'est payé des bijoux afin de ressembler à Franz, ce qu'il rêve de la femme moderne. Mais Natacha, c'est un langage parallèle. Elle ne chante pas « tu veux mon zizi », mais « aimerais-tu l'organe qui est au centre de la parure ?» Ah, mais c'est un peu technique, mais avec un bac plus 4 en linguistique, on finit par comprendre. Allez, maintenant, avant de se quitter, quelques images en vrac des macronphobes et des macronphiles et même des non-binaires qui ne se définissent pas forcément par rapport à Macron, les Franz de la politique. 2 jingles à la suite, c'est la dernière, on fait ce qu'on veut. Avec Christian Estrosi qui récemment a donné son sang. Hein. Le souci, c'est qu'il a la patate, le bougre. Hein. Tous les jours, il court. C'est Forrest Gump en moins fin. Alors la personne qui a reçu son sang ne dort plus depuis 16 jours. Hein. Elle vit accrochée au plafond en hurlant purée. C'est quand que ça s'arrête, elle n'en peut plus. Merci. Alors Florian Philippot, le seul membre des Patriotes, ça fait une petite patrie, mais au moins il est tranquille. Tente de financer sa campagne pour les européennes, il a déjà trouvé une patate. Franck Riester, ministre de la Culture, a fait une foire au fromage. Il en a mangé, hein, c'est le principe. Autant le salon de l'auto, on bouffe rarement une jante, autant le salon du fromage, il faut goûter. Le drame s'est produit alors que tous se sont mis à chanter bouche grande ouverte après avoir mâché du Munster. 30 morts. Le seul rescapé avait le nez bouché. Il a déclaré « Ouf, j'avais un rhume ». Alors un dernier tour par Benoît Hamon, il va tellement nous manquer, qui lui aussi a envie de la Tebouba et Caris. Mais c'est pas gagné, hein. Voilà, donc Hamon, c'est comme dans Mission Impossible, hein, vous avez à peine eu le temps de comprendre de quoi il s'agit, qu'il s'auto-détruit. Hein. Alors, bonne nouvelle, Nathalie Loiseau, qui avait perdu sa raie des fesses, vient de la retrouver, elle était dans un arbre. Hein. Donc une envie de retour à la nature, hein, je ne sais pas, tout simplement. Voilà, donc on est rassuré. On n'a pas le droit de... J'ai un raie des fesses. Il y a des limites. On ne peut pas rire. Autre excellente nouvelle, Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, a acheté les vers solitaires de Lily Rose Depp et Kate Moss. Hein. Celui de Pierre Ninet est toujours dispo. Anne Hidalgo, maire de Paris, était elle récemment au Kurdistan. Alors elle a visité des camps de réfugiés chrétiens et a promis d'ouvrir 4 pistes cyclables par camp, hein, avec abonnement à tarif préférentiel au Vélib. Les gens se sont mis à pleurer, elle a pensé que c'était de joie, mais en fait, pas du tout. Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, a visité la mairie de Roubaix. Il s'est placé sous une grosse horloge. L'avantage, si elle lui était tombée dessus, c'est que sans légiste, on connaissait exactement l'heure de la mort. Hein. Et puis, comment se quitter sans avoir évoqué François Hollande, hein, parce que, lui, comment dire, c'est un collègue, hein, c'est un A380, il a plané au-dessus de son mandat, là, il continue à planer, il dédicace son livre. Alors, pour la version poche, il a ajouté 3 chapitres. En fait, plus c'est petit en format, plus il y en a. À la fin, ça aura la taille d'un timbre-poste et ça fera 500 mètres de long. Alors, on le voit ici, avec son public, hein, que des gens qui font dédicacer le livre au nom de la personne de leur famille qu'ils détestent le plus.
Hollande qui rajeunit au contact des Français, à tel point qu'il se coiffe comme Justin Bieber en 2004, mais avec un cheveu. Ce qui est un défi que Franck Provost n'a jamais osé relever. Enfin, parce que Jack Lang restera toujours Jack Lang, quand Notre-Dame de Paris a brûlé, il a fait une photo avec lui au premier plan. Hein, le jour de la fin du monde, on le verra lui et la comète derrière en train de frapper la Terre. Il est génial. Il est génial. On l'aime tellement. Oui, nous nous quittons, mais je repars riche de ces moments partagés. Moi qui étais un peu coincé, vous m'avez ouvert à la différence. Je remercie les équipes techniques, les gens du maquillage-coiffage qui me font perdre 25 années chaque dimanche. Les équipes de production, en particulier Stéphanie et Loïs qui travaillent avec moi. Vous, Thierry, évidemment, vous allez manquer beaucoup. Bisous. Ciao, ciao. Oh non! C'était tendu Pasturo. On retrouve sur scène et sur mycanal.fr. Et maintenant, on va jouer. La dernière fois, c'est Monia qui a gagné. Qui remportera le Cerveau d'Or cette semaine? C'est le winner de l'actu. Vous êtes prêts? Vous êtes concentrés? Non, je suis pas prêt. Là, déconnez pas, là, c'est sérieux ce soir-là. Ouais. Pour quelle raison cet Espagnol, âgé de 30 ans, a-t-il fait parler de lui? Il a fabriqué du boudin avec son propre sang. Il a vendu ses crottes de nez sur Internet. Il ne s'est jamais lavé de sa vie. C'est le premier amour de Raquel Garrido. Ne s'est jamais lavé. Non. Oh non, mais je connais la réponse en plus. Ça marche pas. Je pense que c'est un gourmand qui a fabriqué du boudin avec son sang. Bravo. Mais on le sait, ça. Et voilà. C'est un vegan qui s'appelle Raoul Esquin. Tu connais la blague de Franck sur le boudin? Non. Il faut que tu la racontes. Je sais pas si elle est diffusable. Bah, vas-y. Vas-y. Quelle est la différence entre un boudin et du boudin? Quelle différence? Ah, j'en sais rien. Ah bah, il y en a un qui a jamais vu la purée. Pardon, moi, dit... Ah, elle est bien. Elle est raffinée. Ça va être difficile pour moi d'avoir le Nobel après ça. Ouais. Oui, c'est D'après le livre Tout restaurant en famille de Ludovic Vigogne, paru aux éditions Fayard, que faisait Gérald Darmanin pour payer ses études quand il avait 18 ans? Il faisait du babysitting, il donnait des cours d'arabe, il faisait des courses pour les personnes âgées ou il chantait dans le métro. Jamais content. Je sais pas, moi. Mais je savais pas que ça marcherait. Mais ça marche jamais, ce Il truc. chantait dans le métro. Oui. Mais oui. C'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué, hein. Ça marche pas. C'est vrai. Qu'est-il arrivé d'incroyable à ce retraité anglais de 72 ans? Il s'est réveillé d'un coma avec une parfaite connaissance de la mécanique automobile. Il a réparé le Solex de la reine d'Angleterre quand elle était jeune. Une petite souris a rangé ses outils. Je suis snob. Il a réparé le Solex. Non, merde, pourquoi ça marche chez lui, alors? Tu savais? Il s'est réveillé d'un coma avec une parfaite connaissance de la mécanique automobile. Bah non, oui, c'est ça. Non mais je t'interdis de J'accepte ta bonne répondre. réponse. C'est une petite souris. Ah oui, bien sûr, c'était Magnéto, Serge. C'est extraordinaire. Voilà. Chaque matin, il retrouvait ses outils rangés dans une boîte. Il a mis une caméra, il a découvert qu'une souris passait 2 heures chaque nuit à tout ranger. Et en plus, sexuellement, il n'y avait rien entre eux, quoi. C'était vraiment... Elle faisait ça uniquement pour lui faire plaisir. Attends, c'est peut-être sa femme. Hein, Moi, je veux la même. Je veux la même. Ouais. Quelles conséquences inattendues le réchauffement climatique risque-t-il d'entraîner sur les glaciers d'Alaska? La disparition des ours polaires albinos, la décongélation de 70 tonnes d'excréments humains, l'accélération de la pousse des cheveux et des ongles ou la réapparition du Yéti. On dirait dessus. C'est dur, là. La décongélation de 70 tonnes d'excréments humains. Voilà. Ouais. C'est les grimpeurs qui avaient l'habitude de laisser... Parce qu'ils s'en foutaient. Mais si tu veux, comme ça, geler... Dès que ça dégèle, et ils ont 70 tonnes de merde
sur les bras. Ouais. Qui est cet homme? Le futur président du MEDEF, le gagnant du concours international de brushing d'Anvers, le PDG d'Auchan ou le frère de Franz Olivier Gisbert. On dirait dessus. C'est mon frère, je suis obligé, je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu. C'est ton frère. Il est beaucoup plus distingué que toi. Tu lirais les journaux, tu connaîtrais mon Non, frère. mais bien, hein. Chaque semaine, il y a toujours une question qui se termine par le premier amant de Garrido, le cousin de Polony. Ben, cette semaine, j'ai demandé que ça soit vrai. Jean-Christophe Gisbert, donc est écrivain, son nom d'auteur est Norman Ginsberg. Oui, voilà. Et il pourrait gagner le concours international du brushing d'Anvers. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Alors, qui remporte le Cerveau d'Or? Le Banco. Ah putain, le Banco, ex-aequo. le Banco. C'est le super Banco. Ça va être mon apothéose. Celui ou celle Pourquoi on fait pas des équipes? trouvera la réponse. Non seulement sera le gagnant de l'émission de ce soir, mais sera le gagnant de toute l'année. Ah, c'est bien, c'est un beau jeu. Que compte supprimer Gaspard Ganzer s'il est élu maire de Paris? Ah, je sais. Les pigeons, la ligne 13 du métro, le périphérique ou Anne Hidalgo. Le périphérique. Donc c'est Natacha Polony. Et pour la dernière émission de la saison, on va chanter tous ensemble les balles populaires. Ah oui. Attention, tout le monde est prêt? Et je voudrais vraiment faire venir toute l'équipe des Terriens du dimanche. C'est un très beau jeu. Dans les l'ouvrier parisien, la casquette à l'envers tourne bien. Dans les balles populaires, les raquettes du samedi, du bleu sur les paupières, tourne aussi. Allez, mais là-bas, près du comptoir, on boit, nous on dansera, on est là pour faire le et pour se revoir, et pas payer nos mères, pour boire un coup, et entre nous sur des airs populaires, dans les balles populaires, quand le barman s'endort, de la première et la dernière, ça tourne encore. Allez, mais là-bas, près du comptoir en bois, nous on dansera, on est là pour boire un coup, on est là pour faire les fous, et puis se revoir un coup. Et pas payer nos verres pour boire un coup et vraiment beaucoup et rigoler entre nous sur des airs populaires, Et là pour boire un coup, on est là pour faire les fous et pour se revoir un coup et pas payer nos verres pour boire un coup, on est là pour faire les fous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.